Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Stop à la désinformation dans l'espace AES, une arme efficace de riposte est tout trouvée. Elle s'appelle les plateformes digitales et la web TV de la Confédération. Le logo était présenté cet après-midi au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le Premier ministre regagne Bamako après un séjour de 2 jours à Niamey dans la capitale nigérienne. Le général de division Abdoulaye Maïga prenait part hier aux festivités marquant la 45e édition des championnats nationaux de lutte traditionnelle connu sous le nom de Sabre National. Séjour mis à profit pour échanger avec la colonie malienne sur l'actualité dans le pays. Et pendant ce temps, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine est à Nouakchott, Moussa Agatayer, est porteur des messages d'amitié du président de la transition, du général Assimi Goïta, à son homologue mauritanien qu'il a reçu cet après-midi. Le magazine Santé de la rédaction focus ce soir sur le décès maternel qui se multiplie dans certains centres de santé. Principale cause, selon les spécialistes, l'hémorragie post-partum. Nous ferons le point de la situation avec Koumba Sissé. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition 20h de ce 30 décembre 2024. Pour commencer ce journal, découvrons en exclusivité le nouveau logo de la Confédération des États du Sahel, logo validé aujourd'hui par les chefs d'État de la Confédération. Comme vous le voyez, au cœur de ce logo se trouve un cercle orange illustrant un soleil rayonnant accompagné des majestueux baobabs. Ce dernier est un symbole de vie et de diversité enraciné dans notre culture. Sous les baobabs, les silhouettes de personnages représentent la diversité démographique de notre région, un atout majeur de notre alliance. Les 3 étoiles dorées qui brillent représentent nos 3 pays membres fondateurs de l'AES. Et le voilà, c'est notre logo officiel donc des plateformes digitales, de la web TV et de tous les documents administratifs de la Confédération des États du Sahel, validés par le président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. Les ministres en charge de la communication de l'espace sont venus présenter ce symbole au chef de l'État avant sa publication. Voilà un élément essentiel, efficace dans la mutualisation des efforts pour une meilleure information des populations au sein de l'AES. Cette stratégie de la Confédération des États du Sahel est destinée à couper court à la désinformation et à la manipulation de l'opinion par certains médias. Sira Batili nous fait le point.
Les armes de la Confédération des États du Sahel contre la désinformation dans la guerre communicationnelle, la Web TV et la plateforme. Le support qui les concrétise est prêt. Les ministres en charge de la communication du Mali, du Niger et du Burkina Faso sont venus présenter le logo au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, avant sa publication. C'est un symbole représentatif des trois pays qui a été soumis à l'appréciation du chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel. Cette importante rencontre que nous avons eue à Bamako et dont les résultats viennent d'être entérinés par le Collège des chefs d'État a été un travail participatif et inclusif. À la base, il s'agit du logo, le logotype donc de la Confédération AES, qui a fait l'objet d'un appel à projet lancé dans les trois États. Et donc, par État, 3 propositions ont été retenues. Et les 3 propositions ont été acheminées sur Bamako, où nous avons mis tous les 9 logos proposés. Par État, 3 logotypes ont été proposés et les experts, pendant donc l'atelier, ont, sur la base de critères bien précis, des critères techniques, procédé donc à un choix définitif de 3 logos. Et il est revenu bien sûr au président de nos 3 États de faire le choix définitif. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de dire que la Confédération a désormais une identité visuelle. Il est également question de la plateforme numérique de la Web TV, donc qui vont être impactées directement à partir de la charte graphique élaborée. Et dans les jours à venir, nous allons naturellement procéder au lancement officiel de ces outils de communication qui sont attendus parce qu'il nous appartient d'occuper l'espace pour barrer la route à la désinformation et permettre donc à notre confédération de renforcer ses acquis et d'aller vers des projets de développement en faveur donc de nos populations. C'est une évidence, les médias forgent l'opinion et s'ils sont mal intentionnés, ils peuvent mal l'orienter. La Confédération des États du Sahel est donc convaincue qu'il faut faire face aux contre-vérités et rassurer les populations avec leurs propres moyens de communication. La mise en ligne d'une Web TV est donc programmée, ainsi que l'organisation de débats télévisés synchronisés avec la création d'une chaîne de télévision et d'une radio. Mettre en œuvre très rapidement la télévision radio de l'AES dans ce mandat, assuré plutôt par les Mali. Donc vraiment, il nous a rassurés. Il nous a également demandé d'engager tout de suite toutes les commodités pour que ces actions soient une réalité très rapidement. Pratiquement tout est fait prêt parce que nous avons déjà un siège, nous avons des infrastructures au Burkina Faso. Le Burkina a offert ses services pour que la télévision radio Sahel qui existait dans les 3 pays, dont le siège est à Ouagadougou, soit mis à contribution pour que ces infrastructures soient utilisées tout de suite pour mettre en place, pour lancer cette télévision. Nous allons très rapidement lancer la Web TV. C'est la AIS.ml avec l'extension Mali, en attendant qu'on ait notre propre extension auprès de l'ICANN, l'organisation internationale qui gère le nombre de domaines Internet. Mais déjà, nous avons convenu de la mettre en place. Elle est déjà opérationnelle. Nous avons la lancer incessamment. La stratégie communication de la Confédération des États du Sahel est validée en synergie d'action avec l'aval des 3 chefs d'État, des directives présidentielles qui soutiennent à chaque étape. L'une des forces de notre confédération, c'est la synergie qu'il y a au niveau donc du collège des chefs d'État qui parlent le même langage, voilà, qui en peu de mots en tout cas arrive à trouver un consensus sur l'ensemble donc des projets. Alors donc nous avons reçu l'assurance de nos chefs d'État de pouvoir donc poursuivre dans la dynamique et d'aller très vite parce qu'aujourd'hui le besoin est là et nous devons aller très vite pour que nos populations sentent la dynamique. La Confédération des États du Sahel, 3 nations, des objectifs précis, lutter contre le terrorisme avec la défense du territoire et faire face aux défis de développement en levant tout obstacle qui entraverait la voie vers le progrès de cet espace. Un engagement, mais aussi des actions. Et voilà, juste après les quitus de la présidence, les ministres en charge de la communication ont officialisé le logo et lancé du coup la plateforme de la Web TV de la Confédération des États du Sahel. Sédou Traoré.
Après le quitus des dirigeants de l'AES, voilà officiel l'emblème des outils de communication et d'information de l'Alliance des États du Sahel. Ce logo, la plateforme et la Web TV, rendu officiel par les 3 ministres en charge de la communication de l'AES, est désormais le reflet des valeurs, des aspirations et de l'engagement des dirigeants de l'espace envers leur peuple. Les chefs d'État des 3 pays de l'AES, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré, le général Abdrahmane Tchani et le général d'armée Assimi Goïta, ont décidé de mettre à la disposition des ministres chargés de la communication, n'est-ce pas, tous les moyens nécessaires afin qu'on puisse donner beaucoup plus de visibilité à l'Alliance. Donc le premier instrument de visibilité, c'est d'avoir un tampon, une marque, un impact permanent qui signifie vraiment l'Alliance des États du Sahel. Donc notre confédération, à compter de ces jours, dispose d'un logo qui a été accepté et approuvé par nos 3 chefs d'État, mais ce n'est pas venu comme ça. Il y a eu un travail laborieux qui a été fait au niveau de chaque État. Chacun des 3 États a présélectionné, après une rigoureuse compétition, 3 logos, 3 projets. Ces 3 projets sont arrivés ici. Ils sont passés par le filtre des ministres et les ministres appelés les ont transmis aux chefs d'État qui, en dernier ressort, ont choisi le logo. Ce logo a été conçu selon les techniciens avec soin pour refléter l'essence de la Confédération avec un cercle rouge qui forme la base. La couleur rouge symbolise la passion et l'engagement des membres de l'AES à travailler ensemble pour un avenir meilleur. Il porte la mention Alliance des États du Sahel. Inscrite en arc de cercle est un signe d'espoir qui représente la volonté des dirigeants à collaborer et d'être solidaires. En plus du logo, la plateforme et la Web TV sont officielles. Pour plus d'informations claires et vérifiées sur les actions et initiatives de paix, de sécurité et de développement de l'AES. De la plateforme qui vient d'être lancée, je voudrais dire qu'il s'agit d'une plateforme qui va au-delà d'une simple tribune de communication, de tribune de visibilité, parce que nous avons annexé une Web TV à cette plateforme-là. Donc j'ai l'honneur, au nom de mes 2 homologues, de procéder au lancement de cette Web TV. Nous avons le plaisir et l'honneur de lancer officiellement la plateforme numérique Web TV de l'AES. Avec le slogan « Un espace, un peuple, un destin », les plateformes digitales de l'AES se lancent le défi de mieux informer et sensibiliser les citoyens des 3 États et d'ailleurs au grand bonheur des communautés. Et oui, le logo, il est là, désormais officiel. Une validation précédée par la signature de la convention entre les médias publics de l'AES, un mémorandum d'entente qui acte la mutualisation de leurs efforts. L'accord en 13 points va faciliter la collaboration, notamment les échanges de programmes, les coproductions, entre autres. Cette signature est une étape importante dans la concrétisation de la vision des autorités de la Confédération en matière de communication. Les détails avec Bemba Sibi et Abdoulaye Yara. Indéniablement, 2025 sera l'année de tous les possibles pour les médias publics de l'espace AES avec la signature de la convention de partenariat par les différents directeurs de ces structures qui offrent un cadre formel de mutualisation des efforts. La voie est donc grandement ouverte pour des échanges fructueux. C'est une étape importante qui vient d'être franchie au niveau de l'espace AES avec la signature de cette convention par les 3 médias publics. Et je pense que ça intervient à point nommé, puisque comme vous le savez, cela a été signé à l'occasion de la réunion des ministres devant lancer la Web TV de l'AES. On a jugé nécessaire depuis un certain moment de voir comment faire en sorte que nous puissions partager les expériences, faire en sorte que la coproduction puisse marcher entre nous, faire en sorte que pour les grands événements, par exemple, qu'on puisse faire des retransmissions en commun. Donc vraiment, on a regardé une grande partie de ce que nous sommes en train de faire pour faire en sorte que nos populations soient vraiment informées sur l'orientation prise justement par les chefs d'État. Avec l'évolution de la dynamique actuelle et tout ce qu'il y a comme réforme engagée donc par les premiers responsables de nos pays, il était important que véritablement on travaille à prendre en compte les nouvelles orientations et faire en sorte que cette convention puisse répondre véritablement
à la vision telle que déclinée donc par nos chefs d'État. Cette signature a été possible après 3 jours d'intenses travaux des experts de 3 pays pour finaliser le projet. Les 13 points de cette convention vont être mis en œuvre très rapidement. Le fait qu'on ait signé cette convention en présence de nos ministres respectifs nous engage davantage. Alors ça nous oblige véritablement à faire en sorte que tout ce qui est prévu dans le document de convention puisse être mis en œuvre et très rapidement. Cela va permettre à nos 3 médias publics de renforcer leur partenariat à travers des échanges de programmes de tous ordres, des émissions culturelles, sportives. Si vous avez suivi aujourd'hui, c'était la finale du championnat national de lutte traditionnelle au Niger et cela a été retransmis en temps réel par les 3 chaînes de télévision. Très prochainement, nous allons voir comment organiser des débats ensemble, comment faire en sorte que nous puissions partager des productions, des coproductions ensemble. Donc vraiment, il y a beaucoup de matière et nous allons les explorer le plus rapidement possible. On s'est donné un calendrier, on va l'exécuter, Inch'Allah, en 2025. Pas de temps à perdre donc pour travailler ensemble pour le bonheur des peuples de l'AES. Cette convention de partenariat est aussi une réponse aux médias propagandistes qui s'attellent à ternir l'image des pays de l'AES. Et voilà, dans le cadre de la visite de travail et d'amitié au Niger, les premiers ministres maliens général de brigade Abdoulaye Maïga et burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo ont été reçus aujourd'hui par le président du CNSP, le général de brigade Abdourahmane Tchani. Ils étaient venus recueillir les conseils et orientations du chef de l'État nigérien dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel. Le général Abdourahmane Tchani a invité les 3 ministres à mettre en œuvre des politiques publiques pour la prise en compte des préoccupations des populations de l'AES. Nous vous proposons ici les propos du Premier ministre du Burkina Faso, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il parle au nom de ses homologues du Mali et du Niger, des propos recueillis par nos envoyés spéciaux à Niamey, Mamari Koné et Aïlou Touré. Alors ce que je peux dire, c'est que nous avons eu l'immense honneur ce matin d'être reçus par le président de l'CNSP, le président de la République. Et c'était l'occasion pour nous de lui traduire notre infinie gratitude pour l'invitation que nous avons donc reçue à venir participer, assister à la finale de la compétition de lutte, le sabre. Et nous avons donc effectué hier le déplacement de Dosso et véritablement nous sommes revenus enrichis de cette participation à ce grand événement. Et nous avons été témoins de toute l'effervescence et surtout du fait que cet événement véritablement est un événement majeur, facteur de cohésion, facteur de brassage. Et véritablement aussi nous sommes inspirés parce qu'on peut envisager des perspectives dans l'espace de la Confédération. Et ce qu'il faut également signifier, c'est que nous avons bénéficié de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'orientation et de conseils qui vont nous permettre, en tant que Premier ministre des 3 pays donc, de cette confédération AES, de pouvoir nous mettre en commun pour porter ensemble la mission que nous considérons commune, qui est celle de mettre en pratique de la manière la plus diligente les politiques publiques dans l'espace AES, qui doivent porter la vision de nos chefs d'État, qui est une vision de souveraineté, une vision d'épanouissement des peuples de l'AES. Et donc le chef de l'État nous a donné véritablement des sages conseils, et surtout des orientations précises sur la direction dans laquelle donc, nous devons donc, nous orienter, et surtout sur les méthodes que nous devons adopter afin, bien sûr, de répondre aux aspirations des peuples de l'AES et surtout d'être à la hauteur de la mission que nos chefs d'État nous ont confiée, qui est celle donc d'œuvrer au quotidien pour l'affranchissement réel de la Confédération AES de tous les asservissements et surtout pour faire face avec efficacité à toutes les adversités. Et voilà, nous sommes à Niamey et nous y restons en marge de sa visite de travail et d'amitié au Niger. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a assisté aux côtés de ses homologues du Burkina Faso et du Niger à la finale de la 45e édition du championnat national de lutte traditionnelle du Niger. 6 fois détenteur du trophée, Kadri Abdou Di Issaka de Dosso a été terrassé par Abba Ibrahim de Niamey. Le vainqueur
du trophée obtient un chèque de 12 millions de francs CFA et plusieurs autres cadeaux. La présence des premiers ministres de la Confédération des États du Sahel est perçue par les autorités nigériennes comme un acte fort de solidarité. Envoyés spéciaux à Niamey, Mamari Koné et Aliou Touré que nous retrouvons. La 45e finale du championnat national de lutte traditionnelle du Niger aux couleurs de la Confédération des États du Sahel, AES. Et c'est la ville de Dosso, à 139 km de Niamey, qui abrite cet événement phare du pays. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances du Niger, a à ses côtés ses homologues du Burkina Faso et du Mali. Cette 45e édition du Sable national Cocoa qui s'achève aujourd'hui, faut-il le rappeler, est placé sous le thème de la Moussanino Zakiel Kassani. Nous sommes heureux de constater que les valeurs de solidarité, de cohésion, de paix et d'amour de la patrie qui constituent le fondement de ce thème ont guidé le comportement pendant les 10 jours que nous avons passés sur le même toit ici à Dosso. Ces comportements sont des sources d'inspiration pour l'ensemble des populations nigériennes. Merci d'avoir montré qu'un Niger nouveau, un Niger meilleur pour tous c'est possible. Vous avez montré la force, la grandeur et la combativité des Nigériens. À la fin, et selon les principes du sport, seulement 2 en lice, à savoir Abba Ibrahim de Niamey et Kadir Abdou, alias Isaka de Dosso, et l'un sera consacré roi des arènes. Au départ, ils étaient 80 lutteurs. À l'arrivée, un seul remportera le trophée 2024. Dans le combat pour la 3e place, Idi Mati Yelo de Maradi terrasse Adamou Abdou d'Agadez en moins de 13 secondes. Quant à la finale, elle met aux prises Kadri Abdou Isaka de Dosso, 6 fois vainqueur, et Abba Ibrahim de Niamey. Au terme d'un combat très serré, le champion en titre est battu sur sa terre natale par Abba Ibrahim, 28 ans, 86 kg. Place à présent à la remise des prix. Les prix des 2e et 3e places sont remis par le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre du Mali, Irim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre du Burkina Faso. Pour sa part, le Premier ministre du Niger remet au vainqueur un chèque géant de 12 millions de francs CFA, un sabre et un cheval. Il reçoit également un véhicule 4x4, un billet d'avion pour aller au pèlerinage à la Mecque et d'autres cadeaux. Le vainqueur du sabre 2024 est aussi vainqueur 2024 du prix de la radio-télévision nigérienne. La 46e édition aura lieu à Tawa en 2025. Avant de quitter Dosso, les 3 premiers ministres ont rendu une visite de courtoisie au sultan de la localité. Amadou Souna Seydou a fait des bénédictions pour les pays de l'AES. Voilà, belle et grandiose fête, 45e édition du championnat national de lutte traditionnelle du Niger. Nous rappelons, c'était hier dimanche, un événement que vous avez suivi en direct sur nos antennes TV de ORTM. On rappelle, la 46e édition aura lieu donc à Tawa. Toujours dans l'agenda du Premier ministre au Niger, cette rencontre entre le général de division Abdoulaye Maïga, qui a reçu une délégation des Maliens vivant au Niger, conduite par le président du Conseil des Maliens du Niger, Mahamad Alassane Tikina Maïga. Une entrevue mise à profit pour informer nos compatriotes de nouvelles fraîches du pays, leur expliquer également les 8 domaines de la lettre de cadrage du gouvernement et solliciter leur accompagnement. Nous vous proposons d'écouter Abdoul Hamid Abdoulaye. Il est le porte-parole de la délégation, des propos recueillis par nos envoyés spéciaux à Niamey, Mamari Koné, Aliou Touré. L'objectif de notre visite, c'est de remercier le Premier ministre pour sa nomination et aussi le féliciter et le souhaiter le bienvenu ici au Niger, notre pays d'accueil. Donc, et aussi, nous avons exprimé notre volonté de soutenir les autorités maliennes jusqu'à atteindre leurs objectifs finaux. Le Premier ministre nous a bien parlé des objectifs fixés qui se tournent autour de 8 points. Et c'est le 7e point qui concerne de la diaspora malienne. Et ça, la protection des Maliens vivant à l'extérieur est une priorité. Donc c'était ça l'essentiel de notre rencontre avec le PM
Donc il demande aux Maliens établis au Niger de tout faire pour respecter les lois du pays d'accueil et aussi de tout faire pour soutenir le gouvernement de la République du Mali ainsi que de tout faire pour pouvoir apporter leur soutien pour la réussite de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Voilà, vous aurez d'autres aspects de la visite du Premier ministre, le général de division, Abdoulaye Maïga, dans nos prochaines éditions. Instant passation des commandements à l'état-major général des armées du Burkina Faso. Nommé le 19 décembre dernier, le général de brigade Moussa Diallo a officiellement pris fonction en tant que chef d'état-major général des armées du Burkina ce 30 décembre. Il remplace à ce poste le général de brigade Célestin Saint-Pouré, nommé ministre d'État de la Défense et des anciens combattants Salifou Belem et Moumouni Wanga. Symbole de commandement en main, le général de brigade Moussa Diallo prend officiellement fonction en tant que chef d'état-major général des armées burkinabè. Nommé à ce poste le 19 décembre dernier par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est lui qui a désormais le bâton du commandement opérationnel des forces armées nationales. Mon général, pour avoir été à vos côtés, je sais que la fonction de chef d'état-major général des armées est une lourde charge. Et vous succéder est un défi supplémentaire. Je suis cependant serein, car vous me transmettez avec ces charges des femmes et des hommes compétents pour relever le défi. Des hommes et femmes dont le général Diallo salue la bravoure et le dévouement, parfois jusqu'au sacrifice suprême. Le tout nouveau chef d'état-major général des armées place son commandement sous 4 axes. La poursuite de la reconquête de l'intégrité du territoire national, l'union sacrée entre les forces combattantes et les populations. Le troisième axe, la poursuite de la modernisation de nos forces armées. En droite ligne de la vision de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous allons poursuivre la montée en puissance de notre armée en la dotant de matériel moderne et équipements à la pointe de la technologie. Les récentes acquisitions de matériel sont là pour l'attester. Le dernier axe, le renforcement des actions communes des armées de la Confédération de l'AES. L'autre priorité qui guidera mon action en tant que chef d'état-major général des armées est la coopération avec nos partenaires régionaux et internationaux dans le seul intérêt de notre peuple. Le général de brigade Moussa Diallo succède au général de brigade Célestin Saint-Pouré, devenu ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Mes attentes sont le renforcement et la consolidation de nos forces armées nationales à travers toujours la dynamique essoufflée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de sorte que 2025 nous puissions donner davantage de coups à l'ennemi pour aboutir finalement, en tout cas nous l'espérons, dans les meilleurs délais à la fin du terrorisme au Burkina Faso. Le général de brigade Moussa Diallo a occupé de hautes fonctions au sein de l'administration et des forces armées nationales. Avant sa nomination, il occupait cumulativement les postes de chef d'état-major général adjoint des armées, commandant des opérations du théâtre national, commandant de la brigade spéciale d'intervention rapide. Pour ce nouveau challenge, il dit encore compter sur toutes les forces combattantes pour relever le défi. Également dans l'actualité ce soir, la visite du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Aga Tayer. Il est porteur des messages d'amitié du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à son homologue mauritanien, Mohamed Ould Al-Ghazouani. Moussa Aga Tayer était reçu cet après-midi même par le président mauritanien. Le point avec nos envoyés spéciaux à Nouakchott, Ousmane Dao, Idrissa Traoré. Pour renforcer davantage les liens bilatéraux de la coopération Mauritanie-Mali, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, dépêche à Nouakchott le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine.
2 heures d'échange avec le président mauritanien Mohamed Ould Al-Ghazouani pour passer en revue les relations dans le domaine de la coopération bilatérale, sous-régionale, sécuritaire, économique, militaire, mais l'accent a été surtout mis sur la libre circulation des personnes et de leurs biens. Nous sortons très satisfaits de notre rencontre avec son Excellence le Président de la République et le message que nous avons transmis également a été très bien accueilli et nous avons recueilli en retour le message de son Excellence le Président de la République de Mauritanie à son frère, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Nos échanges ont surtout porté sur l'excellence des relations séculaires entre la République du Mali et la République sœur de Mauritanie. Comme vous le savez, nous avons une importante communauté malienne en Mauritanie, comme le Mali accueille une importante communauté mauritanienne au Mali. Et nous avons réaffirmé tout l'engagement du gouvernement du Mali à continuer, comme il l'a toujours fait, à assister et à protéger les Mauritaniens qui vivent au Mali. Et nous avons eu la même garantie et la même réaffirmation de la part des plus hautes autorités mauritaniennes. Nous avons aussi transmis les salutations du peuple malien au peuple mauritanien frère. Unis par l'histoire, la géographie et les liens socio-économiques, la Mauritanie et le Mali vont continuer à mettre des mécanismes en place pour une coopération bilatérale encore plus solide pour la libre circulation des personnes et de leurs biens. Et après son audience à la présidence mauritanienne, le ministre Moussa Agha Taher est allé à la rencontre des Maliens résidant en Mauritanie. Ils ont passé en revue l'actualité du pays, les grandes orientations du gouvernement, de la transition et puis ce rappel du respect des lois du pays d'accueil pour toujours donner une meilleure image du Mali. Nous y reviendrons dans nos futures éditions, toujours avec nos envoyés spéciaux, Anwar Chot, Ousmane Dao et Idrissa Traoré. Retour à Bamako, direction Conseil national de transition, là-bas. Il s'agissait d'amener les membres du CNT à mieux comprendre le nouveau code minier et son contenu local. C'est justement l'objet d'un atelier organisé ce jour à l'intention des membres de l'instance législative. Les avantages qu'offre ce code à l'État, au privé, ainsi qu'aux citoyens seront largement expliqués. Les détails avec Aluseni Touré. L'or doit désormais briller pour tous les Maliens. Il en sera ainsi de toutes nos substances minières et minéralières. C'est en tout cas l'esprit de ce nouveau code minier et de son contenu local, objet de cet atelier. Celui-ci vise à mieux imprégner les membres du CNT sur les avantages de cette loi. Le sous-sol malien a été largement abusé et exploité depuis la nuit des temps, pas toujours au profit des populations locales. Des pratiques observées dans l'exploitation de nos ressources minières par les multinationales ont révélé un partage inégal et même des actions frauduleuses ayant occasionné un manque à gagner considérable pour notre pays. Face à ces constats, le président de la transition et chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a ordonné un audit du secteur minier par l'un des plus grands cabinets d'audit minier du monde, le cabinet français Mazars, secondé par le cabinet malien Iventus. Ce rapport d'audit définitif rendu par ce groupe de cabinets s'est avéré accablant à l'encontre des grandes sociétés minières exploitant le sous-sol malien depuis des décennies. Pour remettre les choses dans l'ordre, un nouveau code minier et une nouvelle loi relative au contenu local ont été votés par le Conseil national de transition et promulgués par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le 29 août 2023. Les membres du gouvernement présent ont fait ressortir les différents avantages que recèle cette nouvelle disposition. Il est juste important de dire que tout ça est fondé sur une vision aujourd'hui. Une vision qui tend à faire en sorte que le secteur minier ne soit plus une enclave dans notre économie. Une vision impulsée naturellement par le plan de la transition, une vision selon laquelle le secteur minier doit être totalement intégré à notre économie, en vue de lui fournir les bases et les revenus nécessaires pour
son développement. Si vous prenez le résultat des négociations aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons acquis à peu près 700 milliards de francs CFA suite aux négociations et renégociations, dont au moins 500 milliards ont déjà été payés. Le reste, c'est des échéances de décembre, fin décembre. Aujourd'hui, j'ai encaissé un chèque de 20 milliards. C'est juste ce matin. Il y a un chèque de 20 milliards qui a été payé par une société. Et on compte d'ici le 31 mars obtenir les 750 milliards qui sont attendus. Le CNT est conscient de la pertinence de cette loi dont les premiers bénéficiaires demeurent les Maliens. Le nouveau cadre juridique des activités minières se caractérise par un renforcement général du contrôle de l'État sur le secteur minier et par la priorité accordée aux entreprises et travailleurs maliens dans les projets miniers. L'innovation majeure de ces réformes, c'est surtout l'adoption de la loi relative au contenu local, qui est un système de captation des richesses issues de l'activité minière. Désormais, les opérateurs maliens et les entreprises locales sont des acteurs clés dans tout le processus de production minière. À l'issue de cet atelier, les législateurs sont mieux outillés pour exercer leur rôle, notamment de contrôle de l'action gouvernementale et de restitution auprès des populations des lois votées en leur nom. L'Office de radio-télévision du Mali, ORTM, vient de tenir la 55e session de son conseil d'administration. Comme les précédentes, celle qui vient d'avoir lieu avait à l'ordre du jour 9 points. En termes de bilan, retenons que l'Office a pu exécuter à hauteur de 80% son programme d'activité en 2024. S'agissant de la grille de programme de 2025, elle sera riche, variée. Elle prendra d'ailleurs en compte les activités majeures comme les échéances électorales, l'avis de la Confédération des États du Sahel. L'accent sera également mis sur des émissions de divertissement. Le budget prévisionnel de l'ORTM en 2025 s'élève à plus de 13 milliards de francs CFA. Nous faisons le point avec Arjou Matina et Tayeb Adiabiakoya. En cette ère de diversification des médias et de multiplication des sources d'information, les défis ne manqueront pas en 2025 pour l'Office de radiodiffusion-télévision du Mali. La 55e session du conseil d'administration de l'ORTM offre ainsi l'occasion aux administrateurs de l'Office de mesurer le chemin parcouru en 2024, tout en se projetant sur 2025. Si en 2024, l'ORTM a pu réaliser 80% de ses activités, la structure est davantage attendue en 2025 en vue d'assurer avec brio la mobilisation sociale et la couverture médiatique des échéances majeures intéressant la vie de la nation. L'ORTM devra jouer un rôle crucial dans la réussite de toutes les avancées du Mali courant. J'engage donc la direction et le personnel à assurer avec succès les actes de communication autour de toutes les échéances majeures pour notre pays. Dans la même optique, l'ORTM continuera d'accompagner les autorités dans l'exécution des autres chantiers de la transition. Il s'agit notamment des réformes politiques et institutionnelles, des opérations de pacification du territoire national par les forces de défense et de sécurité, du renforcement de notre diplomatie, du renforcement de la concorde nationale et de la satisfaction des besoins fondamentaux des populations et de l'apaisement du climat social, entre autres. Autre challenge, et non des moindres, en 2025, est la mise en œuvre des recommandations de la 53e session. Vous aurez l'occasion de vous prononcer lors d'une session extraordinaire sur cette réforme majeure, dont l'objectif est de doter l'ORTM d'un système de management moderne. Dans la foulée, j'engage la direction à finaliser très rapidement le processus de relecture des autres textes organiques. Pour diversifier ses sources d'information et amplifier sa présence sur les réseaux sociaux, une nouvelle dynamique doit être enclenchée au niveau des plateformes digitales de l'Office. Pour 2025, le projet de budget de l'Office connaîtra une légère augmentation par rapport à celui de 2024. C'est là pour renforcer et permettre l'exécution parfaite de la grille des programmes. L'ORTM devra jouer un rôle décisif dans l'explication du projet de l'AES à nos populations. Les différentes chaînes de radio et de télévision accorderont une place privilégiée à notre organisation d'intégration sous-régionale. Le budget professionnel de l'Office de radio-télévision du Mali de l'année 2025 s'élève
à la somme de 13 833 414 000 francs CFA, dont 35,17% pour des ressources propres estimées à 4 865 millions de francs CFA, soit la même prévision que 2024. 64,83% pour la subvention de l'État, soit 6 968 414 000 francs CFA, dont 2 milliards de francs CFA du budget spécifique d'investissement. Ce projet de budget connaît donc une augmentation de 8,08% environ par rapport à 2024. En 2024, je pense que nous avons réalisé en tout cas au 31 octobre pratiquement 80% de ce qui était prévu au niveau des activités, mais également au niveau du budget. Et là, on a aussi proposé des projets pour 2025, notamment un projet d'activité, un projet de programme, un projet budgétaire et puis surtout une grille de programme. La grille de programme que nous proposons, c'est une grille pour 2025 qui prend en compte justement, comme d'habitude d'ailleurs, les activités majeures du gouvernement de transition. Et sur le divertissement, on veut mettre les téléspectateurs, en tout cas du week-end, dans un confort. Quand je dis confort, il y a des émissions qui sont proposées pour faire en sorte que le téléspectateur qui est à la maison puisse vraiment être scotché sur les programmes de l'ORTM. On l'a fait pour les émissions matinales. Aujourd'hui, on va se tourner pour les émissions du week-end, notamment le samedi. Il y a des émissions comme 100% jeunes qui sont des émissions mensuelles. Mais là, on veut aller sur une plus large périodicité, c'est-à-dire hebdomadaire. 9 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette 55e session. Et le ministre en charge de la communication, nommé président du conseil d'administration, de saluer l'initiative de la direction de l'Office pour l'organisation des sessions de mise à niveau des agents, avant de l'exhorter à mettre un accent particulier sur le professionnalisme du personnel avec des ressources humaines de qualité. C'est là pour permettre à l'ORTM, la passion du service public, de maintenir la dynamique face à la rude concurrence. Absolument. Fin de la 3e édition de la semaine de loisirs de l'enfance de Bamako, organisée tous les 2 ans. Elle est un espace de divertissement, d'apprentissage destiné à un développement sain, épanoui des enfants. La semaine rassemble les enfants du cycle de Bamako et ses environs. Nous faisons le point avec Awa Adama Koulibaly et Adama Traoré. 3e, groupe scolaire de Bakodji Koroni. 2e, l'Institut national des aveugles du Mali, INAM. 1er, le complexe scolaire Mohamed Youba Sokona. Ces 3 établissements scolaires se hissent ainsi à la tête de la dizaine d'écoles et d'institutions ayant pris part à la compétition de la semaine de loisirs de l'enfance de Bamako, Céléba. Ils se sont distingués dans les disciplines proposées, notamment les devinettes et proverbes. Placé sous le thème « Le jeu facteur de paix et d'inclusion sociale », cette édition a permis aux enfants en provenance des établissements scolaires, des écoles spécialisées et ceux venus de Kirinan de fusionner l'expression de l'intelligence collective, cultiver l'esprit de créativité, de se découvrir et de créer une saine émulation à travers une série de jeux parmi lesquels on peut citer le grand jeu, les proverbes, les devinettes, les jeux traditionnels, les démonstrations de marionnettes ainsi que l'initiation des enfants au TIC et au digital. 3 jours durant, des milliers d'enfants ont fusionné leurs efforts et savoir-faire pour révéler leur plein potentiel à travers les activités socio-éducatives. Cette activité nous a permis de nous découvrir et de découvrir les autres. C'est le lieu pour moi d'adresser au nom de mes camarades enfants ici présents et aux miens propres nos sincères remerciements aux organisateurs pour les efforts consentis. En plus du divertissement, les enfants ont eu l'opportunité d'apprendre des aînés nos us et coutumes, également de partager leurs besoins et en discuter. Président Assimi Goïta, si tes enfants jouent bien tiens nous à ça fait tiens le c'est comme le faut quoi. Comme na font trop Assimi Goïta car on a Et voilà, Monsieur le Président sera au rendez-vous. Message entendu, chers enfants.
Et ce communiqué de presse ASCOMA, REDECOMA, et qui rappelle que la période de fin d'année constitue celle de la grande consommation des biens et des services. C'est également la période d'inondation de nos marchés par des produits de qualité douteuse et sans traçabilité. Ainsi, fidèles à leur mission de respect du droit à la sécurité, ASCOMA et REDECOMA invitent les consommateurs à la prudence dans la circulation et à la vigilance au moment de l'achat des produits. Seule la vigilance pourra nous éviter la consommation des produits périmés et faciliter la dénonciation des vendeurs des dits produits. C'est autre communiqué, un message d'information et de condamnation ainsi libellé, c'est du Conseil islamique du Mali. Le président du Haut Conseil islamique du Mali informe les membres du Haut Conseil islamique, les imams et toute la communauté musulmane du Mali de l'enlèvement par des hommes armés du cheikh Tierno Amadou Adital, président du bureau exécutif régional de Nioro du HCIM, au Conseil islamique du Mali. Enlèvement survenu le jeudi 26 décembre 2024 entre les villes de Nioro et Djabidjala, localité située à environ 90 km de Nioro. Le président du Haut Conseil islamique du Mali condamne cet enlèvement avec la dernière énergie et demande à tous les musulmans de prier pour la libération rapide du cheikh. Pour le 20 janvier, fête de l'armée, l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire Mali organise la semaine de la cohésion armée-nation. Ainsi, elle a initié plusieurs activités. Les responsables étaient devant la presse ce lundi matin à la DIRPA et c'était pour expliquer la thématique et les raisons de ce choix. Les points avec Abdul Karim Kaba. Un grand concours d'islam de soutien aux femmes, une conférence débat, une journée porte ouverte au musée des armées et un cross de paix et de la cohésion sociale. Ces activités sont organisées dans le cadre des festivités du 20 janvier, date de la création de l'armée malienne. Cette année, le slogan retenu est une unité et engagement pour un Mali plus fort. Ce slogan, nous l'avons voulu en foi de la cohésion sociale que nous voulons prôner au sein de notre amicale que nous faisons déjà. Mais cette fois-ci, nous l'avons voulu à un niveau national. Ils permettront aussi aux forces de défense et de sécurité de se muer dans la masse avec leur population et ensemble de célébrer aussi cette fête de l'armée que nous allons faire avec les forces de défense et de sécurité pour le 20 janvier. Il s'agit de créer une symbiose entre l'armée et son peuple, d'où l'initiative de l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire. Il s'agit pour nous réellement de déconstruire tout ce qui est narratif construit par les terroristes et autres. Cette année, réellement, dans le cadre de la diversification, on a voulu faire non seulement des activités intellectuelles, mais aussi des activités d'information, de sensibilisation, mais aussi et surtout des activités sportives. Le directeur de l'information et des relations publiques des armées salue l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire pour l'initiative. Pour le colonel-major Suleiman Dambélé, cela participe à l'amélioration des relations entre les femmes et le peuple. L'objectif visé, c'est que le peuple malien puisse accompagner son armée. Et tout le monde sait que quand on parle d'une armée, c'est qu'elle est là pour protéger, pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et donc, tant qu'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de population, on ne saurait parler d'armée. Donc, si cette armée est là, il faut qu'elle soit en parfaite adéquation avec son peuple. Ces activités sont programmées du 10 au 19 janvier prochain. L'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire est une association apolitique regroupant plus de 3000 membres civils et militaires évoluant dans divers domaines sociaux professionnels. Elle est créée en 1998.
Et à l'occasion des fêtes de fin d'année, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a pris des mesures en ce qui concerne l'utilisation des pétards et autres produits dangereux. Une mesure qui se justifie par la situation sécuritaire qui vit notre pays et une information partagée au cours d'une rencontre qui a regroupé autour du gouverneur du district de Bamako les élus communaux, la jeunesse et les représentants des forces de sécurité. Nous écoutons le gouverneur du district de Bamako, Abdoulaye Koulibaly, et le président du conseil régional de la jeunesse. Ils sont au micro de Boubacar Bablé Touré. Notre rencontre vise à partager avec les acteurs principaux du district que vous êtes la teneur du communiqué en date du 5 décembre 2024 de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et relatif à l'interdiction de l'utilisation des pétards et feux d'artifice à l'occasion des fêtes de fin d'année, à l'effet d'assurer une application effective de la dite mesure qui intervient dans un contexte sécuritaire incertain à l'échelle nationale, où les menaces sont assez fortes et n'épargnent aucune partie du territoire. Pour contrer ces menaces de formes multiples et variées, chaque acteur, autorité publique, organe de presse et citoyen lambda doit se mobiliser afin de jouer pleinement son rôle. Il est demandé aux autorités communales de s'impliquer davantage dans la mise en œuvre du communiqué dont les dispositions prescrivent formellement l'utilisation des feux d'artifice et pétards durant la période du 5 décembre 2024 au 31 janvier 2025. À cet effet, les maires et présidents des délégations spéciales doivent chacun dans son ressort mener les actions ci-après. Procéder à une large diffusion de la mesure auprès du grand public. Veiller au respect scrupuleux de la mesure d'interdiction et, le cas échéant, requérir le concours des forces de l'ordre pour interpeller les contrevenants. Et voilà, merci à tous de respecter ces consignes. Il y va de notre sécurité. Une mission du ministère de l'Environnement séjourne depuis hier dans le cercle de Kangaba. La mission dirigée par le secrétaire général du département se donne pour objet de constater les dégradations causées par les exploitants miniers sur l'environnement. Constat, exploitation anarchique, utilisation des produits prohibés, le tout dans une illégalité totale. Envoyé spécial à Kangaba, Lucien Touré, Sambou Diakité. Première étape, le site de Dengolé dans le village de Banankoro. Ici, un permis de recherche est attribué à une société étrangère sur seulement 10 hectares. Mais contre toute attente, les autorités ont constaté une extension du périmètre et surtout la présence sur le site d'autres acteurs probablement en sous-traitance. Nous avons été instruits par notre ministre, c'est-à-dire le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, pour venir contrôler, superviser les activités de contrôle qui ont été déroulées sur le terrain et en même temps constater l'état de dégradation du domaine forestier et faunique. C'est essentiellement vraiment l'objectif de la mission sur le terrain. Nous sommes dans un site où il y a un permis environnemental. Et malheureusement, le permis environnemental dont vous faites allusion est délivré avec des exigences. Et donc ces exigences-là, on constate, ne sont pas respectées dans ce site-là. Donc ça, c'est vraiment le premier constat. Il y a d'autres irrégularités, notamment la sous-traitance qu'on voit sur un même site. Et donc ça, c'est des choses à revoir. Après le constat, place à présent à la gestion des conséquences. Les autorités se disent décidées à mettre en œuvre les directives élaborées dans ce sens. La disposition, c'est maintenant revoir notre stratégie. Au-delà de l'information, c'est s'apprêter maintenant à occuper le terrain, à être proactif, être présent sur le terrain,
appliquer les textes, réprimander, et voilà ce qu'on envisage en 2025. Cela nécessite des ressources financières. D'autres irrégularités sont constatées notamment sur le site de Tombola. Ici, la terre craquelle irrémédiablement face à l'exploitation excessive et désordonnée du sol menacé d'effondrement. Autre site, autre réalité. Nous sommes ici sur le site de Teguedan, dans la commune rurale de Kanyogo, où de nombreux exploitants s'affairent sur l'eau. Sur cette partie du fleuve Niger, l'eau a tout simplement changé de couleur. Ce connaisseur de la zone et de ses réalités environnementales tire la sonnette d'alarme. Les cours d'eau qui prennent leur source en Guinée et qui viennent se déverser dans le Niger au niveau Mali, ces eaux-là arrivent souillées, très rouges. Ce sont ces eaux-là qui sont en train de rougir, de carrément détruire la couleur. Et cette souillure, ça ne peut être que les produits que les gens utilisent pour avoir de l'eau. Ça, c'est au niveau des rivières. Mais dans le lit du fleuve, il y a les dragues. Comme vous voyez, dans le lit du fleuve, il y a des dragues. Mais pas du côté guinéen. C'est du côté malien seulement qu'il y a des dragues. Parce que c'est interdit en Guinée, ils viennent tous chez nous ici. Donc là, il faut prendre doucement, rapidement les choses, sans quoi demain ce serait trop tard. Ici à Kangaba, comme partout ailleurs au Mali, l'exploitation minière artisanale cause d'énormes dégâts à l'environnement. Aussi, les exploitants respectent rarement le contenu du cahier de charges. Seul l'État, détenteur de la force publique, peut obliger chaque acteur à faire face à ses obligations. Tout à fait véritable catastrophe écologique qui demande une solution urgente. Fin des travaux de la nuit des jeunes patrons, couplés à la cérémonie de remise des distinctions lauréats baromètre de 2024. Le baromètre vise à détecter les acteurs pour leur soutien et leur accompagnement à mettre en valeur au Mali et au niveau de la diaspora, les patriotes modèles et les vrais acteurs du développement et du changement. Les projets présentés par les récipiendaires ouvre la voie aux jeunes dans le secteur de l'entrepreneuriat. Reportage Al-Mouzer Al-Kamis Yatara. La promotion de l'excellence, la bonne citoyenneté et surtout de l'entrepreneuriat prônée par les autorités de la transition, voilà autant d'actions en marche. Au cours d'un dîner gala, la nuit du jeune patron couplée avec la remise des distinctions aux lauréats baromètre de l'année 2024, les récipiendaires ont reçu leurs distinctions. Il s'agit des hommes et des femmes qui se sont illustrés par leur leadership et leur abnégation et surtout qui ont mouillé les maillots pour la mère patrie. Nous avons déniché d'abord des jeunes entrepreneurs modèles qui ont réalisé des grandes choses en termes de chiffre d'affaires, en termes de paiement d'impôts, en termes de nombre d'emplois créés et surtout en termes de remboursement des crédits qu'ils ont eu à contracter. Pour nous, en tant que directeur d'école aujourd'hui, qu'on se dise, ces enfants, il faut vraiment aller vers une formation, aller vers les entreprises aujourd'hui qualifiées qui puissent les aider à intégrer là. Les projets présentés ouvrent la voie aux jeunes dans le secteur de l'entrepreneuriat, d'où la satisfaction du ministre en charge du travail. Nous sommes tous unanimes que ces différentes actions pourront jouer un rôle important dans cette nouvelle vision du Malikoura et la dynamique que les plus hautes autorités de notre pays ont insufflé en encourageant la bonne citoyenneté et surtout l'excellence. La soirée a été marquée par la remise de distinctions aux acteurs du développement, des médecins, des porteurs d'uniformes et autres catégories socio-professionnelles. Le tout dans une ambiance et séance de démonstration martiale. La présidente de l'Union nationale des femmes musulmanes du Mali, Kadia Togola, est reconduite. Elle rempile pour un nouveau mandat de 5 ans. Elle a été réélue ce samedi à l'issue du 5e congrès ordinaire de l'organisation. Madame Togola dirige ainsi un bureau de 60 membres contre 53 dans le bureau précédent. Nous faisons le point avec Sokona Kamisoko. L'union fait la force. Les femmes musulmanes du Mali l'ont démontré ce samedi au Centre international de conférence de Bamako.
Khadija Togola a été reconduite à la tête de l'Union nationale des femmes musulmanes du Mali pour un nouveau mandat de 5 ans. C'est à l'issue du 5e congrès ordinaire de l'UNAFEM qui a mobilisé les délégués venus de Bamako et de l'intérieur du pays. La présidente réélie place son mandat sous le signe de la poursuite des engagements. C'est un sentiment de satisfaction quand même. Ce serait la poursuite des efforts qui ont été entamés par le bureau sortant. En perspective, on a vraiment l'intention de couvrir tout le territoire malien. Autre point inscrit à l'ordre du jour de ce congrès ordinaire, la réélecture des textes et surtout le bilan des activités. L'UNAFEM s'est engagée de 2020 à 2024 dans d'innombrables actions pour promouvoir l'islam. En effet, elle a participé à la conférence nationale de finances islamiques avec la collaboration du Haut Conseil islamique du Mali. L'UNAFEM a également pris part aux activités du projet de lutte contre la mendicité au bord des artères. Des recommandations pertinentes ont été formulées, parmi lesquelles on peut citer une campagne d'information et de sensibilisation, la création d'un centre d'alphabétisation, d'apprentissage pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ici, je me réjouis de voir les femmes catholiques du Mali et les femmes protestantes du Mali dans la salle. C'est la preuve de la solidarité, la preuve de l'union, la preuve de l'unité, la preuve de votre sagacité pour la construction de votre pays. L'État vous salue par rapport à ce congrès, à ce 5e congrès. Ce 5e congrès ordinaire de l'UNAFEM, Union nationale des femmes musulmanes du Mali, est perçu comme un nouveau départ de l'UNAFEM pour la réussite de ses missions. C'est du moins l'ambition affichée par la nouvelle équipe dirigeante. Lancement officiel d'un nouveau mouvement. Il s'appelle Mouvement Mali Horizon 2023. C'est une plateforme citoyenne, politique et électorale qui regroupe des associations, partis politiques, organisations de la société civile. La cérémonie de signature de la convention de création de Mali Horizon 2035 a eu lieu ce vendredi 27 décembre 2024. Ici à Bamako, Kassim Diallo, Siriki Koulibaly étaient présents pour moi l'actualité. Dans les paysages politiques maliens, un nouveau mouvement politique vient de voir le jour. Il s'agit du mouvement Mali Horizon 2035 qui a pour mission de veiller sur les intérêts des Maliens et défendre les idéologies de l'AS. Mali Horizon 2035 veut surtout mettre l'accent sur la sensibilisation, la formation de la jeunesse pour des élections crédibles et transparentes. L'unique motivation de la création de cette plateforme politique citoyenne et électoraliste est le soutien au Mali, à nos autorités qui dirigent aujourd'hui le Mali, mais c'est aussi de porter le Mali avec l'ensemble des Maliennes et des Maliens. Donc nous voudrons unir l'ensemble des forces vives de notre nation. L'objectif du mouvement Mali Horizon 2035 est de lutter contre la corruption, le clientélisme politique et proposer aux Maliens des alternatives de développement économique, culturel et éducatif. Nous avons 15 organisations qui ont initié, qui ont pensé qu'il fallait cette organisation. L'objectif premier va être la réussite totale sans faille de la mission confiée au général de division Abdoulaye Maïga par le général d'armée Assimi Goïta. Nous nous reconnaissons de ce gouvernement et nous voudrons nous approprier de ces actions, de faire ses ailes auprès de l'ensemble des peuples du Mali, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour que l'action gouvernementale puisse avoir une réussite totale. Le mouvement Mali Horizon 2035 est une coalition citoyenne politique et électorale composée de 15 formations politiques. Une centaine d'acteurs engagés dans l'agroécologie et la préservation des races locales bovines des régions de Caille et de Nioro viennent de prendre part au dialogue politique sur la préservation des races bovines et essences végétales locales d'intérêt fourrager pour les éleveurs au Mali. Organisé par Vétérinaires sans frontières Suisse au Mali, le dialogue a pour objectif de renforcer l'engagement des acteurs mais également des autorités pour la préservation des races.
Moussa Diakité est allé aux nouvelles. Organisé par Vétérinaires sans frontières suisses au Mali en collaboration avec Cap Demenso, ce dialogue politique sur la préservation des races bovines et essences végétales locales a pour objectif d'échanger sur le cadre politique global de la préservation des ressources génétiques au Mali, de recueillir les témoignages des acteurs engagés dans l'agroécologie et la préservation des races locales bovines et de renforcer l'adhésion des acteurs concernés. Ce dialogue arrive au moment où les difficultés sont énormes concernant la conservation des races bovines locales, également les essences fourragères locales. Parce que ça arrive au moment où le changement climatique a fait ses effets, où ce dialogue va permettre à tous les participants de comprendre l'enjeu qu'il y a dans la préservation des essences fourragères et des races bovines locales. Les participants venus des régions de Caille et de Nioro ont échangé sur les points essentiels visant à sécuriser les productions animales, principaux moyens d'existence des communautés. Vétérinaires sans frontières suisse s'est engagé dans la région de Nioro du Sahel et de Caille dans la préservation des races locales bovines et les essences fourragères locales depuis 2021. En tout cas, ça a été une grande satisfaction. Qui connaît l'histoire de la région de Nioro sait que vraiment l'élevage occupe une place extrêmement importante dans le développement. Tout ce qui peut amener à améliorer la race, ça c'est une aubaine pour nous, pour pouvoir vraiment avoir des animaux de qualité dans notre région. La dizaine du civisme dans le milieu scolaire à Kidal, une initiative de la station régionale Ortem Kidal, la jeune chambre internationale de Kidal, l'académie d'enseignement. L'événement se déroule dans le complexe scolaire Amidi Ag Onan et Bay Ag Mahaba avec la participation de tous les établissements scolaires de la ville. Nous faisons le point avec notre reporter dans la région, Moussa Togo. Cette dizaine de civisme à Kidal, surtout dans le domaine scolaire, est une première, une sorte d'interpellation pour les autorités administratives, politiques, les parents d'élèves, l'administration scolaire et les enseignants. L'enfant est le meilleur cadeau que Dieu puisse offrir à une famille, à une communauté, à un pays. Mais il peut devenir un cauchemar pour le pays s'il n'est pas bien encadré ou s'il ne reçoit pas d'éducation civique à la hauteur. À notre parrain, j'ai nommé général des corps d'armée, son Excellence Malik Diaw, président du Conseil national de transition. Il faut le dire, ici, l'homme a marqué les cœurs et les esprits de Kidalois par son engagement sans faille pour les femmes et les jeunes de la 8e région depuis 2004. La jeunesse doit être accompagnée dans toutes les initiatives salvatrices visant la promotion d'une jeunesse responsable. Cette semaine doit être mise à profit pour réfléchir à la réponse suivante. Pourquoi cette recrudescence des rébellions qui commencent toujours par notre région et gangrènent les autres? Quelle solution pour une paix définitive? Quel rôle pour la jeunesse dans le cadre du retour de la paix et du développement? Quel programme, plan faut-il élaborer pour une jeunesse épanouie et restructurée? Que faut-il pour que la région de Kidal retrouve sa place dans... Cette initiative de la station régionale ORTM Kidal, en collaboration avec la Jeune Chambre internationale, va favoriser sans aucun doute un nouvel élan patriotique au niveau de la couche juvénile, soutenu par la délégation de la Chambre de commerce de Kidal et l'ONG Tekil. Focus santé, nous parlons aujourd'hui du décès maternel au CRSF de la commune 6 du district de Bamako. La principale cause liée à ce décès est l'hémorragie post-partum. Sa prise en charge doit se faire rapidement, sinon au-delà de 30 minutes, il est difficile de sauver la vie de la femme. À la maternité de la dite structure, on assiste à plus de 30 accouchements par jour. La rédaction s'est intéressée à ce sujet. Suivons les détails avec Koumba Sissé dans cette réalisation. Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Malheureusement, toutes les 3 heures, une femme enceinte décède au Mali selon les données de l'Office national de la santé de la reproduction. Est appelé décès maternel
Tout décès survenu depuis le début de la grossesse jusqu'à 42 jours après l'accouchement. Plusieurs facteurs provoquent cette perte cruelle. Il y a des causes médicales et des causes non médicales. Les causes médicales, on les classe en des sous-groupes. Il y a des causes qu'on appelle les causes directes, c'est-à-dire qu'il y a des pathologies qui affectent la grossesse. Ces pathologies peuvent être les hémorragies, les complications de l'hypertension sur grossesse, les infections. Si elles affectent la grossesse, elles peuvent se compliquer. Les causes qui sont non médicales sont dues à des retards par rapport à la prise de décision, l'évacuation et la capacité d'accueil de la structure sanitaire. Une femme qui est enceinte, qui saigne, doit aller immédiatement à l'hôpital. Si elle tarde sans consulter, cela peut aboutir au décès maternel. Donc on appelle ça le premier retard. Ou bien elle n'a pas les moyens pour couvrir les soins. Second retard, ça c'est lié souvent à un problème d'accès pour retrouver les soins, faute de l'état des routes, faute de moyens de transport. Le CCRF de la commune 6 est beaucoup fréquenté par différents quartiers de Bamako et environ, ce qui fait que l'équipe médicale est toujours face à des urgences. On reçoit énormément de complications par an. Dans les années, il y a 10 ans, le taux de décès maternel était très élevé dans notre structure. On enregistrait à peu près dans les années 2013 à 2014 environ 40 à 50 décès par an. Mais par rapport à tous ces aspects, l'équipe s'est organisée. On a intensifié les visites dans les structures qui nous envoient. On a intensifié les formations. On a mis l'accent sur la qualité de la consultation prénatale, sur la sensibilisation de la femme et des femmes et des puces. Et ce qui a fait que ces taux de décès aujourd'hui est de moitié. On a plus de 30 accouchements par jour. On a à peu près 10 césariennes par jour. Lors du dernier conseil d'administration, on avait 14 décès enregistrés de janvier au mois de juin. Ces 14 décès sont généralement avant l'intervention, avant la césarienne. La principale complication constatée à la maternité est l'hémorragie postpartum. Et pour sa gestion, toutes les minutes comptent. La gestion d'une hémorragie, c'est 30 minutes. Quand la femme saigne, c'est une urgence extrême. Donc dans la gestion, c'est une équipe pluridisciplinaire qui est là. Il y a les gynécos, les sages-femmes qui sont là. Il y a les médecins réanimateurs qui sont là. Les urgentistes qui sont là pour la gestion. On a une unité de mini-banque de sang qui est là aussi pour la disponibilité du sang. Pour résoudre les différents problèmes qui peuvent survenir pendant la grossesse, depuis les premières semaines de la grossesse, les femmes doivent correctement suivre les consultations prénatales et signaler à temps tout signe de danger afin de recevoir des soins appropriés. Et voilà, le 39e président des États-Unis, Jimmy Carter, est décédé hier dimanche, le 29 décembre 2024, à Plinth, en Géorgie, à l'âge de 100 ans, un peu plus d'un an après la mort de son épouse. Il laisse derrière lui une grande famille endeuillée par la mort d'un grand homme. Sur Ibrahim Keïta nous retrace son parcours. En voilà un modèle de président moqué, mais respecté pour son œuvre post-mandat. Depuis février 2023, il recevait des soins palliatifs chez lui pour passer le temps qui lui restait après une série d'hospitalisations. Il avait célébré son centenaire le 1er octobre dernier. Recordman de longévité d'ancien président de toute l'histoire des États-Unis, le démocrate a été élu en 1976 pour un seul mandat dans une Amérique en pleine crise économique. Il occupe la Maison Blanche de 1977 à 81.
Mais son engagement dépasse largement son exercice présidentiel pour avoir œuvré toute sa vie pour la paix, ce qui lui vaut un prix Nobel de la paix. Il est à l'origine de l'initiative de la première poignée de main symbolique entre Israël et un pays arabe. En 1978, il sert d'intermédiaire de l'accord du Camp David, premier traité de paix entre Israël et l'Égypte. En 1994, il obtient un cessez-le-feu en Bosnie. En 2002, il reçoit le prix Nobel de la paix. Le 19 novembre 2023, son épouse Rosalynn Carter s'éteignait à 96 ans et après 77 ans de mariage. Une journée de deuil national sera observée le 9 janvier prochain, a annoncé l'actuel président Joe Biden. Lui qui invite ses concitoyens à, je cite, étudier Jimmy Carter, un homme de principe, de foi et d'humilité. Fin de citation. Donald Trump, le président élu, d'enchaîner. Il aura travaillé dur pour que l'Amérique soit meilleure. Il aura incontestablement été l'ancien président américain le plus médiatisé au Mali et le plus connu ou reconnu des Maliens pour avoir été le fantassin du gladiateur ATT dans la croisade contre la dracunculose. Le ver de Guinée. Et voilà, merci à vous, Sori Ibrahim Keita, portraitiste de la maison. Nous avons ouvert ce journal avec la découverte en exclusivité du nouveau logo de la Confédération des États du Sahel. Et voilà, nous bouclons cette édition avec ce logo validé aujourd'hui même par les chefs d'État de la Confédération. On revoit, on commente encore, au cœur de ce logo se trouve un cercle orange illustrant un soleil rayonnant, accompagné d'un majestueux baobab. Ce dernier est un symbole de vie et de diversité enraciné dans notre culture. Et sous le baobab, les silhouettes de personnages représentent la diversité démographique de notre région, un atout majeur de notre alliance. Les 3 étoiles dorées qui brillent représentent nos 3 pays membres fondateurs de l'AES. Bienvenue donc à ce logo. C'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Inch'Allah, demain à 20h, on se retrouve pour d'autres informations. Nous serons à ce moment-là quelques encablures du grand saut pour 2025. Et comme tous les ans, l'ORTM vous accompagnera, Inch'Allah. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Bonne fête, ambiance, mais prudence. Merci, bonne soirée. À demain, Inch'Allah. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux.
fil don o don aw bɛ sankɔrɔta aw ka baara kelen na